Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo. Le deuxième épisode de la série de vidéos Point Ciné, rappelez-vous il y a du coup 4 semaines environ, je vous avais sorti le premier épisode. En Point Ciné, je reviens une fois par mois sur tous les films que j'ai été voir en salle dans le mois en question. Je précise à nouveau que ça ne veut pas forcément dire que tous les films sont sortis dans le mois en question, par exemple dans le Point Ciné de août que l'on va aborder aujourd'hui, il y a des films qui sont sortis en juillet, mais j'ai quand même été les voir en août, c'est pour ça qu'ils sont dans la vidéo du mois d'août. D'ailleurs, nous sommes début septembre, bonne rentrée à tous, j'espère qu'elle se déroulera bien pour tout le monde. On va donc aujourd'hui revenir sur tous les films que j'ai été voir au mois d'août. La semaine dernière, il y en avait 12, il y avait 12 films. Aujourd'hui, il y en a 11. Et je précise également que dorénavant, dans les vidéos Point Ciné, je vous donnerai à chaque fois, en fin de vidéo, mon classement. Alors, je ne le dirai pas, hein, juste je vous l'afficherai vite fait, des films dont j'aurais parlé dans la vidéo en question. Je ne l'ai pas fait pour le premier Point Ciné, donc pour les films sortis, pour les films que j'ai été voir en juillet. Du coup, je vous mets le classement juste ici. Voilà, et pour le classement de cette vidéo, des films du mois d'août, je vous le mets évidemment en fin de vidéo. Et c'est parti, on commence sans plus attendre. Le premier film que j'ai été voir, c'est un film qui a surpris beaucoup de gens, moi y compris. Non, moi je savais que j'allais aimer le film, mais j'étais très surpris, j'ai été très surpris de la réaction des gens, de l'approche du public par rapport à ce film. Je pensais vraiment qu'il allait se faire dégommer. Et en fait, pas du tout. Tout le monde a été agréablement surpris par ce film. Je parle évidemment de Suicide Squad, qui est vraiment pas mal, on va pas se mentir. C'est un film du DC Extended Universe, le tout nouveau film du DCU réalisé par James Gunn, donc le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Ça se voit complètement, hein, le style déjanté des Gardiens de la Galaxie, on le retrouve parfaitement dans ce film-là. C'est très déjanté, c'est très barjot, mais bon, faut aimer. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas ce style. Moi, perso, ça me dérange pas du tout, j'ai bien aimé le film. L'une des forces principales de ce film, comme c'était le cas pour le premier Suicide Squad, qui lui n'avait pas du tout fait l'unanimité, réalisé par David Ayer en 2016, ce sont les personnages et les acteurs. Là, il y a énormément de personnages, bon, il n'y en a pas beaucoup qui apparaissent beaucoup, je veux dire, la plupart sont des personnages secondaires. Il y a quand même des personnages qu'on voit assez souvent dans le film. Harley Quinn jouée par Margot Robbie évidemment, Peacemaker par John Cena, qui lui me surprend de plus en plus au cinéma. Bloodsport joué par Idris Elba, il y a aussi King Shark joué par Sylvester Stallone. Bref, il y a quelques personnages qui reviennent, et ceux qui reviennent, ceux qu'on voit plus de 5 minutes, sont vraiment cool, et sont joués par des super acteurs. Joel Kinnaman revient également pour jouer Rick Flag. J'aime pas son jeu à Joel Kinnaman, honnêtement, pas du tout, mais c'est subjectif. C'est pas un mauvais acteur, et le personnage fait ce qu'il a à faire dans le film, et c'est très cool. C'est un divertissement, c'est un film, c'est une adaptation de comics, plus ou moins. Donc le principal objectif de ce film, c'est de divertir, ça fonctionne parfaitement. Il se passe beaucoup de choses, il n'y a pas de coup de mou, mais vraiment aucun. C'est extrêmement bien rythmé, on s'ennuie pas du tout, et c'est le but principal de ce film, donc voilà, tant mieux. La réalisation de James Gunn, certes, elle est semblable à celle des Gardiens de la Galaxie, à savoir très musicale, très good vibe, même si le scénario ne s'y prête pas du tout. En même temps, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'il n'a pas fait, et ce qu'il ne fera jamais chez Marvel, puisque c'est Disney, et donc c'est tout public, et on essaie de faire attention à ce qu'on montre à l'écran. Là, James Gunn, avec DC, se lâche et propose une mise en scène avec beaucoup de sang, très R-rated, difficile à regarder des fois. Mélanger ça à son style déjanté, ça n'a juste aucun sens, mais ça fonctionne parfaitement, et c'est ce qui fait l'originalité, la singularité du film, j'ai envie de dire. Le film est un peu long, par contre, on va pas se mentir. Il dure 2h10, et je trouve, perso dans la salle, les 2h10, elles se sont clairement ressenties. C'est un peu dommage. Il se passe beaucoup de choses, hein, c'est bien rythmé et tout, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'il se passait beaucoup trop de choses en fait, et que c'était vraiment long. Genre c'est bien rythmé et tout, on s'ennuie pas, mais à la fin quand même tu te dis bon, faut quand même que ça se finisse un moment. Il y a, comme je l'ai dit tantôt, énormément de personnages, et comme je l'ai déjà dit aussi, pas énormément qu'on voit beaucoup. Je pourrais vous citer énormément de personnages qu'on ne voit presque pas dans le film, et je trouve ça vraiment dommage. Voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait tant de personnages sous-exploités malgré le potentiel. Mais bon, après voilà, c'est pas les personnages les plus intéressants, les plus importants, mais quand même, c'est un peu dommage. Bref, bon film, honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant. Je m'y attendais, je savais que j'allais aimer parce que c'est DC, c'est Harley Quinn, c'est James Gunn. Bref, voilà, j'avais aucune raison de pas aimer. Mais voilà, j'ai été quand même agréablement surpris. Je m'attendais à moins bien, honnêtement. Je m'attendais à un peu moins bien. Bref, n'hésitez pas à aller le voir, il est encore au cinéma, donc si vous hésitez,
bah n'hésitez pas. Le deuxième film que j'ai été voir, c'est un film dont j'ai déjà parlé sur la chaîne très récemment. Je vous mets la vidéo en question en haut à droite. Je parle évidemment du film Fast and Furious 9, qui lui par contre s'est fait charcuter par les critiques. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Enfin voilà, les gens lui reprochent l'absurdité, reprochent au film l'absurdité des scènes d'action. Qui sont un peu la marque de fabrique de Fast and Furious depuis, on va dire, 2013. On pouvait très clairement le faire dans Fast and Furious 7, pourtant, bah voilà, les gens aimaient, Fast and Furious 8 pareil, mais là ça choque, je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Bref, l'absurdité de ces scènes est assumée, et c'est drôle. Tout simplement, et c'est divertissant surtout, c'est ce que demande le film. Les personnages sont sympas, ceux qui étaient déjà là depuis pas mal de temps sont toujours aussi cool, toujours bien interprétés par leurs acteurs. Il y a quelques retours aussi, Mia notamment, voilà, il y a Anne aussi, c'est pas un spoil puisque c'est dans la bande-annonce. Il y a aussi Helen Mirren, donc Magdalene Cho, la mère Descartes et Owen Cho. Et il y a un nouveau personnage que j'ai bien aimé honnêtement, le personnage de John Cena, donc Jacob Toretto, le frère de Dom. J'ai bien aimé ce personnage, bien développé. Tout comme Dom d'ailleurs, hein, il y a des scènes de flashback qui développent leur relation et leur évolution et je trouve ça vraiment sympa. Mais le personnage sort clairement de nulle part, on va pas se mentir. Ok, on nous l'introduit dans des scènes de flashback. D'ailleurs, la toute première scène du film est une scène de flashback qui se déroule dans les années 80, 1989 je crois. On nous l'introduit correctement et tout, sauf que ce personnage, s'il existe, devait être introduit bien plus tôt. On voit dans le film que Jacob et Dom sont quand même assez liés, que leur relation est assez liée à la mort de leur père, et Dom parle de la mort de son père dans le premier volet, sans parler de Jacob, ce qui est très dommage. Dans ce cas-là, tu n'inclus pas de personnage qui sort de nulle part. Voilà, tu essaies de faire un truc plus cohérent. Scène d'action parfaite, course-poursuite parfaite, effets visuels incroyables, il y a quelques idées dans ce film que j'ai bien aimé. Évidemment, c'est la scène de l'espace qui a fait hurler le public, mais perso, je trouve ça sympa. Le scénario est loin, mais très très loin d'être parfait. Voilà, le système magnétique, j'en ai parlé, hein, évidemment, je me répète, désolé, mais j'ai pas le choix. Le système magnétique que Dom et son équipe utilisent pour échapper à telle ou telle situation est beaucoup trop utilisé. Voilà, c'est chiant, c'est vraiment, à la fin, ça devient vraiment une facilité scénaristique. Donc voilà, perso, j'ai trouvé que c'était un bon film, l'un des meilleurs de la saga. Il me semble que je l'ai mis à la 3ème place, ou à la 4ème, je sais plus, dans mon top. Donc vraiment, c'est un de mes préférés de la saga. J'ai adoré ce film, j'ai passé un super moment, très bien rythmé, en plus ça passe super vite. N'hésitez pas, je pense qu'il est encore au cinéma à l'heure actuelle. J'avais très hâte de voir le 3ème film que j'ai été voir. Pourquoi? Parce que c'est un film réalisé par un de mes réalisateurs préférés et le mec qui m'a donné envie de faire du cinéma, tant il est impliqué dans chacun de ses projets cinématographiques, du tout début jusqu'à encore maintenant. Voilà, c'est un mec qui se donne à fond dans chacun de ses films. Ça marche pas, on s'en fout. On continue à faire ce qui nous plaît, à savoir du cinéma, du vrai cinéma. J'ai même pas vu la bande-annonce d'ailleurs de ce film avant d'aller le voir parce que je voulais vraiment pas me gâcher la surprise. C'est le film Old de M. Night Shyamalan. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma filmographie de réalisateur sur M. Night Shyamalan. C'est un mec que je trouve vraiment très inspirant d'un point de vue artistique. C'est vraiment un metteur en scène que j'admire beaucoup. Et j'aime beaucoup ces films, même ceux que les gens n'aiment pas, les plus sous-cotés, je les aime beaucoup. After Earth, j'aime bien. Signe, j'aime beaucoup aussi. Old, c'est encore un concept à la Shyamalan. Encore un concept bien à lui, que personne d'autre ne saurait faire, en tout cas pas de cette manière. Et c'est extraordinaire. Je m'attendais à aimer le film, bien sûr, puisque j'adore M. Night Shyamalan, j'adore tout ce qu'il fait. Et je me suis pas trompé, j'ai bien aimé le film. Comme pour, je sais pas moi, comme pour Signe, comme pour The Visit et tout. C'est des films, de Shyamalan, hein, encore une fois. C'est des films sans musique, très malaisants, enfin sans musique, en tout cas avec très peu de musique, très malaisants, qui te mettent dans une ambiance vraiment particulière et très efficace, parce qu'il y a des films qui essaient de te mettre dans des ambiances où tu te dis ça marche pas du tout. La plupart du temps ce sont des films d'horreur. Là c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus thriller, un peu horrifique mais vite fait. Et là par contre ça marche parfaitement, et Shyamalan a vraiment le don pour ça, pour mettre l'ambiance, j'ai envie de dire. Il y a un truc qu'il fait pas très souvent et que là il fait, le sang, les meurtres, vraiment on voit beaucoup de trucs. Il y a une greffe d'organes, on voit la greffe d'organes, c'est assez dégueulasse c'est vrai, mais franchement j'ai envie de dire pourquoi pas. Il fait aussi des plans séquences, il en fait 2 ou 3, ce qu'il fait très rarement, on va pas se mentir, dans ses films, et il les fait assez bien. Je trouve que ça rend bien. Alex Wolff est très bon dans le film, honnêtement. Pour ceux qui le connaissent pas, il
Il joue un petit rôle, on va dire, dans Jumanji. C'est un bon acteur, honnêtement. Rufus Sewell, j'aime beaucoup ce mec. Il joue dans The Man in the High Castle de Prime Video. Il joue un soldat nazi et il est absolument époustouflant. C'est vraiment un super acteur et dans ce film, il est très bon aussi. Et il y a aussi Aaron Pierre dans le film, très bon aussi. Je connaissais pas cet acteur avant et je l'ai découvert et franchement, la plupart des acteurs proposent une bonne performance. J'ai comparé ce film à plusieurs films de Shyamalan tantôt et j'ai complètement oublié Phénomène. C'est un film absolument incroyable de M. Night Shyamalan, n'hésitez pas à le regarder, il est sur Disney+. Et c'est un peu le même délire de Hall, c'est vraiment, ça te met dans une ambiance très pesante. Ça parle de meurtre. D'ailleurs, il n'y a que dans Phénomène qui est rated des films de Shyamalan. On voit beaucoup de sang et où c'est très chaud à voir. Moi j'ai adoré Phénomène, j'ai adoré Hold, c'est des films qui se ressemblent un peu. Les personnages sont sur une plage, tentent de survivre sur une plage où le temps passe plus vite, mais le temps passe plus vite des fois chez certaines personnes et pas chez d'autres, à certains moments et pas à d'autres, et c'est pas très clair. Il y a un moment où Alex Wolff et la meuf là grandissent, ils passent d'enfant à ado en 30 secondes, mais les autres personnages n'ont pas vieilli d'un pouce. À la fin on te parle d'une barrière de corail, je vais pas tout spoiler hein, évidemment, mais voilà, on parle d'une barrière de corail et ça non plus c'est pas vraiment clair, tu sais pas trop ce que ça vient foutre là. Voilà, la fin est pas mal, il y a un twist d'ailleurs, comme souvent chez Shyamalan, mais un peu flou sur certains points. Mais super film bien sûr, il faut aimer le style Shyamalan, évidemment tout le monde n'est pas friand de son style, ça se voit puisqu'il y a beaucoup de ces films, souvent les plus singuliers qui se font dézinguer sur internet et sur les critiques quoi, et Hold en fait partie. Mais perso j'ai adoré, je suis un fin défenseur de Shyamalan et j'adore ce mec, j'adore ses films et il faut aller voir ses films, bref. Vous avez compris. Pour le 4e film, on va partir maintenant sur un film français, avec un film que j'ai trouvé pas mal, hein, le 3e film d'une trilogie qui est réalisé par un autre réalisateur que les 2 premiers films. Je parle bien sûr de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, qui est du coup la suite de OSS 117, Le Carnet d'Espion et OSS 117, Rio ne répond plus, réalisé par Michel Hazanavicius, sur qui j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, j'adore Hazanavicius, j'adore ces 2 films. Et voilà, le 3e, Alerte Rouge en Afrique Noire, est réalisé par Nicolas Bedos, donc le fils de Guy Bedos. C'est pas mal, on va pas se mentir. C'est un film osé, j'ai envie de dire, surtout à une époque comme celle-ci, sortir un film comme ça, c'est chaud. Et pourtant, il n'y a pas eu de polémique, je pense, donc le film s'en sort très bien. Le film parle de la situation politique de l'Afrique à l'époque, donc dans les années 80, où il y a beaucoup de colonisation et tout ça, et il n'y a aucune indépendance du côté africain. C'est fait évidemment avec beaucoup d'humour, c'est du OSS, c'est des comédies OSS, forcément que c'est fait avec beaucoup d'humour. Ça marche bien, c'est un humour assez efficace. C'est vrai que si t'enlèves toutes ces scènes d'humour sur les clichés, sur les noirs et tout, le film, t'enlèves une bonne partie du film, t'enlèves au moins la moitié du film, donc ça c'est un peu chiant, mais la plupart des blagues sont sympas. Mais ils sont efficaces. Le film a un côté faussement politiquement correct que j'ai bien aimé, qui est clairement remarquable, on va pas se mentir. Pour un film français, c'est une direction artistique absolument phénoménale. Pour un film américain, ce serait pas si époustouflant, mais là on parle quand même d'un film français. Il y a Kaamelott aussi qui est sorti le mois dernier, qui est pas mal à ce niveau-là. Le seul truc qui m'a déçu, c'est les effets visuels. Le léopard, le crocodile, je sais pas, il y a plusieurs animaux comme ça qui sont faits en VFX et qui sont pas super réalistes. Quoique pour un film français, ils se débrouillent quand même assez bien, mais bon, c'est pas non plus ouf. Mais pour le reste, pour les décors, les palais, les costumes, même, les paysages et tout, là où ça a été tourné et tout, franchement, c'est très réaliste. Si vous n'êtes pas fan du style Dujardin, vous allez gerber devant ce film. Moi perso j'aime beaucoup Jean Dujardin, c'est un acteur que j'aime énormément. Dans les 2 premiers OSS, il est tellement chiant. C'est le but de son jeu et c'est pour ça qu'il est magistral dans ces 2 films. C'est qu'il est, c'est toujours le petit coup de sourcil, il parle d'une manière charismatique, il a son petit rire comme ça, un peu faussement sophistiqué j'ai envie de dire, qui marche parfaitement bien et qui est très cliché. C'est vraiment le cliché du français des années 70-80. Là, il revient avec une performance pareille et encore meilleure, encore plus charismatique, c'est pas le bon mot, mais vous avez compris quoi, encore plus prononcé quoi. Il parle vraiment. À chaque fois qu'il parle, t'as envie de lui foutre une claque, mais c'est le but du personnage, c'est le but du jeu d'acteur de Dujardin dans ses films,
et donc ça marche parfaitement. Pierre Niney, que j'aime énormément, est très bon aussi, honnêtement, c'est un superbe acteur, Pierre Niney. Après, il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a un peu, pas choqué, mais interpellé dans le film, c'est la manière dont Guy Bedos essaie d'imiter Hazanavicius. Hazanavicius, il a un sens du pastiche qui est inimitable, très subtil, c'est surtout des blagues très subtiles, surtout quand ça parle voilà, des communautés, des autres communautés. Là, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup moins ouais, subtil, c'est beaucoup moins, c'est fait avec beaucoup moins de finesse qu'Azanavicius, et vraiment c'est une imitation, c'est une très mauvaise imitation. Je m'attendais à ça, honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait ça, à un moment dans le film, mais sauf que là c'est tout le film, et c'est mal fait. Honnêtement, les blagues sont pas mal encore une fois, mais encore une fois trop directes, trop violentes. Mais j'ai pas du tout détesté le film, j'ai bien aimé, très bon divertissement, bonne comédie. Honnêtement, encore une fois, c'est un film qui est relativement drôle. Ça vaut pas les deux premiers d'Azanavicius, pas du tout, mais franchement c'est un très bon divertissement et je vous conseille le film bien sûr. Pour le 5e film, on va parler d'un film Disney qui m'a honnêtement assez surpris. Je m'attendais à beaucoup moins original et beaucoup plus prévisible, beaucoup plus Disney en fait. Et en fait, non, honnêtement, ça m'a surpris. Honnêtement, j'ai vraiment bien aimé le film, et d'ailleurs les gens aussi. Et je pensais vraiment qu'il allait passer à travers les mailles du filet, il allait passer inaperçu. Et honnêtement, non, c'est le film Jungle Cruise. Artistiquement, c'est du assez haut niveau. On va pas se mentir, c'est pas parce que c'est Disney que ça n'a rien à revendre. Les effets visuels, il y en a beaucoup dans le film, sont géniaux. La mise en scène, c'est un réalisateur espagnol, il me semble, qui réalise le film. C'est le futur réalisateur de Black Adam. La photographie est magnifique dans certaines scènes, dans certains plans. Vraiment, ça claque, mais vraiment. Le film est, il me semble, essentiellement numérique, on va pas se mentir, mais pourtant, t'as pas vraiment l'impression... T'en as pas l'impression une seule seconde, honnêtement, c'est vraiment réaliste. Les musiques sont géniales, honnêtement, la BO du film est incroyable. Il y a la musique des méchants, c'est Nothing Else Matters de Metallica, quand même. Hein, ça c'est quand même pas mal. Remixée d'ailleurs, enfin je veux dire refaite à la façon Jungle Cruise. D'ailleurs, je préfère la version Jungle Cruise que la version originale. Ne me tapez pas, honnêtement, j'assume. Le duo d'acteurs entre Emily Blunt et Dwayne Johnson, c'est un duo qui n'a aucun sens. Ce sont deux acteurs complètement différents, avec un style complètement différent, mais le duo marche vraiment bien. Voilà, les deux acteurs sont différents, au même titre que les deux personnages sont différents, mais que pourtant leur duo est cool. Comme tout film d'aventure qui se respecte, j'ai envie de dire histoire prévisible. On va pas se mentir, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de truc, tu te dis oh putain, je m'attendais pas. Non, c'est prévisible, très divertissant quand même, extrêmement bien rythmé. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Les méchants sont efficaces, les gentils sont cool, sont attachants. Bref, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai reconnu dans ce film beaucoup de points communs avec Pirates des Caraïbes 5, qui n'est pas du tout le meilleur film Pirates des Caraïbes, mais j'aime pas le plagiat. Et quand Disney se plagie eux-mêmes, je trouve ça problématique. Pourquoi est-ce que je dis que c'est du plagiat? Parce que c'est vraiment la même histoire quoi. Un trio de héros, deux mecs, une femme, qui partent en mer sur un bateau. Ils recherchent quoi? Un objet qui sert à quoi? Eh bien à supprimer les malédictions. Ils sont poursuivis par quoi? Par un équipage fantôme qui ne peut pas s'éloigner du rivage de là où ils sont morts. Bref, c'est vraiment la même chose. Enfin c'est la même chose, j'exagère. Mais il y a beaucoup de ressemblances, beaucoup trop à mon goût. Au niveau des personnages aussi, j'ai été un peu déçu. Le personnage d'Emily Blunt, voilà, c'est l'aventurière féministe. Le personnage de Dwayne Johnson, c'est le colosse attachant. Il y a aussi l'homo apeuré par tout ce qu'il voit, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il entend. Enfin bref, l'homo des films, quoi. Le tyran allemand qui parle comme s'il allait vomir une souris. Voilà, le pirate espagnol avec la barbe noire, enfin voilà. Bref, des personnages bien trop prévisibles, bien trop clichés, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas ouf. Pour le reste, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un bon film, un très très bon divertissement. N'hésitez pas, bien sûr, il est disponible sur Disney Plus en Premier Access, en Premium Access, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bien sûr, surtout, privilégier le cinéma, hein, c'est mieux. Le 5e film est lui aussi un film qui s'est fait un peu déglinguer. Ça m'a pas du tout étonné, je savais qu'il allait se faire dézinguer, et je savais que j'allais aimer. Et oui, le film est génial. Et vous n'avez rien compris, tout simplement. Je parle évidemment du 5e opus de la saga American Nightmare 5, sans limite. Vraiment, pour moi, les gens n'ont rien compris. C'est un film, mais tellement intelligent, tellement... Enfin, comme tous les autres films de la saga American Nightmare, honnêtement. Les 3 premiers films, le 4e, honnêtement, je le trouve mauvais. Mais les 3 premiers films, honnêtement, politiquement, au niveau des thématiques abordées, pas oublier l'horreur, les scènes d'action, tout ça c'est facile, c'est juste une manière de vous inclure, de vous amadouer et de vous amener dans l'histoire et des thématiques qu'il y a derrière.
Honnêtement, c'est extraordinaire. Une Amérique qu'on n'a pas envie de voir, mais qui est pourtant en train de se transformer comme ça. Où c'est vraiment la loi de la jungle, manger ou être mangé. C'est comme ça dans les 3 premiers films. Il y a une élection dans le 3e film qui, voilà, ils font arrêter la purge. Là, le 5e film se déroule dans le futur, en 2040 et la purge revient, avec une thématique ajoutée, celle de l'immigration mexicaine aux États-Unis. Voilà, les Mexicains qui sont aux États-Unis sont victimes de racisme et la purge sans limite, donc la purge qui n'est pas respectée, qui continue après l'arrêt de la purge officielle, sert uniquement à tuer les Mexicains, ou en tout cas à les renvoyer chez eux. Non, 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 les tuer, clairement. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître malsain, bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas si irréaliste malheureusement. Bien sûr, un système de purge avec des masques et de lapins, de cow-boys et tout, évidemment ça n'arrivera, je l'espère en tout cas, jamais. Mais le racisme envers les Mexicains aux États-Unis existe clairement. Voilà, au Texas, il y a énormément de Mexicains, c'est pas une légende. D'ailleurs, le film sort juste après l'ère Trump, voilà, où il y a eu l'histoire du fameux mur entre le Mexique et les États-Unis. C'est pas anodin non plus, on va pas se mentir. C'est une histoire poignante, visionnaire, crédible. Malheureusement, la fin du film est une vraie claque, ça dénonce vraiment quelque chose, pas que la fin, hein, tout le film ça dénonce quelque chose d'important, et ça le dénonce de manière géniale. D'ailleurs il y a un autre film qu'on verra plus tard qui fait la même chose, c'est-à-dire que par le biais d'un film de divertissement, par le biais d'un film d'un genre horreur fantastique et tout qui attire le spectateur, eh bien il traite quand même des thématiques plus importantes et dont les gens ne s'intéressent pas tant que ça dans des films d'auteur par exemple. Le film est d'ailleurs réalisé par un metteur en scène mexicain, très talentueux d'ailleurs, hein, la mise en scène est très bonne. Un peu à la manière de Zack Snyder dans Army of the Dead, il y a beaucoup de changements de focus. Voilà, on passe du premier plan au second plan sans bouger la caméra, juste en changeant le focus. J'aime beaucoup ça, et c'est vrai que ça donne parfaitement bien. Il y a aussi quelque chose de très cool dans ce film qui n'a jamais été abordé, entre guillemets, dans les 4 premiers, parce que les 4 premiers se déroulent pendant la nuit. C'est que là, comme la purge est sans limite et comme elle se prolonge, la purge, c'est aussi la journée. Et du coup, il y a une photographie qui est plus travaillée pour le jour, en fait. Parce que d'habitude, voilà, dans les 4 premiers films, on est habitué à faire des trucs de nuit. Travailler les lumières de nuit. Et là, c'est complètement différent parce que ça se situe le jour. En plus, c'est dans le Texas, il fait assez chaud. C'est assez désert, il y a beaucoup de soleil et tout. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très innovateur et ça marche parfaitement bien. On va pas se mentir, l'un des problèmes principaux des 4 premiers films de la saga, et ce pourquoi les gens ne les ont pas tant retenus que ça, c'est les personnages qui sont pas du tout attachants. On les oublie très vite. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de tous les personnages des 4 premiers films. Là, honnêtement, je trouve qu'il y a pas mal de personnages attachants. Et c'est presque une première dans la saga. On est au 5e film quand même. Adela, Juan, Dylan, c'est le trio principal du film. Ils sont très attachants. Adela et Juan sont un couple et Dylan c'est un Américain qui les aide. Non, franchement, c'est trois très bons personnages qui sont pas forcément développés ou voilà, mais très attachants et on s'intéresse à eux. La fin est une claque dans le fond. Dans la forme, c'est pas ouf, la fin est un peu bâclée, on va pas se mentir. 5 minutes avant le générique, on est encore en plein climax, en plein comme ça sur le siège, et c'est vrai que 5 minutes après c'est déjà fini, donc c'est un peu bizarre, c'est un peu comme les James Bond, ou en tout cas les premiers James Bond. Donc voilà, c'est bâclé et tout, c'est un peu dommage. On sait pas trop ce que les personnages vont devenir après le film, on sait pas trop, on sait pas grand chose, honnêtement, c'est assez flou. Mais à part ça, film extraordinaire, il faut le voir, c'est important. Je pense pas dire ça un jour, mais ce film d'horreur est important à voir. Et c'est pas le seul film d'horreur important à voir, on y reviendra après. Le 7e film ne me tentait pas tant que ça au départ, mais au final je me suis dit pourquoi pas, honnêtement, il y a 3 acteurs dedans que j'aime beaucoup. Et le concept a l'air sympa, a l'air original. Tout ce que je viens de vous dire est encore d'actualité après que j'ai vu le film. C'est le film Chaos Walking, qui ne sortira, il me semble pas en France au cinéma, qui sortira sur Prime Video en fin août. Bref, Chaos Walking, c'est tout droit sorti d'un roman que je n'ai pas lu, voilà. Donc je peux pas trop juger l'adaptation déjà, mais le concept, honnêtement, j'ai trouvé ça très cool. En gros, le concept vite fait, ça se déroule pas sur la Terre, ça se déroule sur une autre planète, et les habitants, la pensée des habitants, ce qu'ils pensent, est exposée. C'est-à-dire que s'ils pensent à quelque chose, ça va s'entendre. J'aime beaucoup les 2 acteurs principaux, Tom Holland et Daisy Ridley, donc les deux jeunes stars de Disney, on va pas se mentir.
leur relation au niveau de leur personnage dans le film marche très bien et le duo d'acteurs marche très bien aussi. Le maire de, je sais plus le nom de la ville ou du pays ou bref, est joué par Mads Mikkelsen, très bon acteur hein, évidemment, ce mec a un charisme presque inégalable et dans ce film aussi il est très bon acteur, il est très bon dans le film. D'ailleurs parfaite transition, son personnage et la plupart des autres personnages qui travaillent avec lui ont des costumes vraiment bien faits. Voilà, ils ont des énormes fourrures, des gros chapeaux et tout, enfin c'est assez original je trouve. Honnêtement, la plupart des costumes m'ont marqué. En tout cas, celui de Matt Mikkelsen m'a marqué, c'est vraiment des costumes très très cool. Visuellement, donc hors costume, le film est irréprochable, j'ai envie de dire. Hein. Bon, certes, il y a beaucoup de plans où il n'y a pas d'effets spéciaux, où c'est juste voilà, un plan dans une forêt ou sur une falaise ou un truc ainsi. Hein, voilà, c'est des plans, des vrais plans, c'est pas des plans numériques. Mais les quelques effets spéciaux, les quelques effets visuels, le bruit par exemple, hein, le bruit c'est ce que je vous ai expliqué, hein, la pensée qui est exposée. Il y a un truc qui se passe ici visuellement, une sorte de fumée mauve. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est pas mal fait. Encore une fois, j'ai pas lu le roman, peut-être que le roman est bien plus complet au niveau des détails, au niveau des informations sur l'univers dans lequel se déroule l'histoire, je suppose, puisque bah voilà, un livre c'est quand même plus complet au niveau de la taille qu'un film, habituellement, hein, le film n'est pas très long. Dans le film, franchement, il y a beaucoup de détails qui manquent, on sait rien sur l'univers, sur la planète dans laquelle évoluent les deux personnages principaux et tous les autres. Voilà, on sait pas comment le bruit est arrivé, on sait pas pourquoi ce sont uniquement les hommes qui l'ont. Parce que oui, les femmes n'ont pas le bruit et donc Daisy Ridley ne l'a pas. Et bah, c'est justement sur ça que porte le film. Il y a aussi un truc qui m'a gêné dans le film et franchement, s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais vraiment trouvé le film très très bon et malheureusement, ce truc m'a un peu terni l'image que j'avais du film. C'est que, on va dire, dans les trois premiers quarts du film, le bruit est utilisé de manière normale et de manière originale, innovante et tout ce que j'aime. Voilà, c'est juste la pensée qui est exposée et du coup, bah forcément, dans la société, ça crée des petits soucis. Parce que contrôler sa pensée, c'est très compliqué. Hein. Essayer de le faire, c'est quasiment impossible. Mais sans spoiler, vers la fin du film, il est utilisé de manière beaucoup plus blockbuster, il est utilisé comme une arme. Voilà, un peu comme Doctor Strange. Voilà, on peut se multiplier, on peut faire des trucs avec pour combattre et tout. Enfin, ça, par contre, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça trop facile et trop évident en fait. Après, le film est pas catastrophique, j'ai pas du tout détesté le film. Honnêtement, j'ai passé un moment pas mal devant. Mais voilà, honnêtement, il y a mieux, bien sûr, mais je vous le conseillerais dans l'ensemble. Est-ce qu'il faut payer une place de cinéma pour le voir? Je sais pas, honnêtement, mais moi je l'ai fait et je regrette pas. Le 8e film m'a également surpris. Et je pense qu'il a surpris beaucoup de gens. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus banal et au niveau des critiques des critiques beaucoup moins bonnes. Décidément, c'est un peu le mois des surprises. Je parle du film Free Guy que j'ai bien aimé vraiment. Il y a pas mal de films qui traitent le jeu vidéo. Pas forcément. Je parle pas des adaptations de jeux vidéo du style Resident Evil ou je sais pas moi, Tomb Raider ou tous les trucs ainsi. Je m'intéresse pas à ça. Je m'intéresse aux films qui parlent de jeux vidéo en eux-mêmes. Jumanji par exemple, les deux nouveaux Jumanji. Free Guy aussi. Et Free Guy, c'est je pense le tout premier film au monde à correctement traiter le sujet des jeux vidéo. Sans cliché, sans joueur, manette, méchant, voilà, nanana, jeu vidéo normal. Là, c'est le vrai lexique des jeux vidéo, la vraie manière dont les gens jouent aux jeux vidéo à l'heure actuelle, à savoir sur un PC, avec des serveurs, avec des bugs, etc. etc. Bref, un vrai jeu vidéo. T'as vraiment l'impression que Free City, c'est un vrai jeu vidéo, ce qui n'est pas le cas. En plus, l'histoire est ultra divertissante, très drôle, honnêtement. Bon, forcément, il y a Ryan Reynolds dans le film, donc forcément que le film va être drôle. En plus, il y a un twist à la fin, je ne m'attendais pas du tout. Et c'est un twist très efficace, honnêtement. Ryan Reynolds est très bon dans son rôle comme d'habitude, super acteur. Joe Keery qui joue dans Stranger Things est pas mal également. Taika Waititi est magistral. J'adore cet acteur évidemment, tout le monde l'adore je pense. Et là il joue un mec mais bon un peu cliché, on va pas se mentir. Voilà, un businessman extrêmement détestable, mais vraiment s'il insulte pas quelqu'un en 30 secondes, il fait un malaise. Et il est magistral. C'est un personnage tellement marrant, J'aimerais pas me retrouver face à ce genre de personne un jour, mais le personnage est marrant. Visuellement, il n'y a aucun défaut. Je veux dire, enfin voilà, les effets visuels, et il y en a énormément. Hein. Le film est pratiquement composé uniquement d'effets visuels. Le film est quasiment entièrement numérique. Et franchement, c'est très cool. T'as vraiment l'impression d'être dans un vrai jeu vidéo. Et c'est très sympa. Vraiment. Tout est, je vais pas dire réaliste parce que c'est pas le but, mais
tout est bien réalisé, t'as vraiment l'impression que le budget a parfaitement été réparti partout, il n'y a pas de problème à aucun niveau, il n'y a aucune lacune, j'ai envie de dire. L'intrigue est prévisible, j'ai dit qu'il y avait un twist, c'est la seule chose qui m'a surpris. Dans tous les cas, le twist ne change rien à l'histoire, hein, à l'intrigue, à l'issue de l'intrigue, ça ne change rien. Le reste, donc aussi dans ce twist, ne m'a pas du tout surpris. Je veux dire, bon, le fait que ça ne m'ait pas surpris ne me surprend pas. Mais voilà, c'est quand même un peu dommage. Il y a une romance dans le film, bon, un peu fleur bleue. Et c'est un peu dommage, honnêtement. Enfin, voilà. Après, ça reste des détails, j'ai envie de dire. Et c'est un film que j'ai vraiment trouvé très bon, extrêmement divertissant. N'hésitez pas à aller le voir. Surtout si vous aimez les trucs genre Deadpool ou des films comme ça. Parce que franchement, ça y ressemble. Il me reste 3 films à vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, un film qui est sorti, qui est sorti en salle. Pas vraiment, moi il est sorti, il y a eu je crois 3 ou 4 séances dans mon cinéma en VO, donc c'était vraiment des trucs occasionnels. Et j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il me semble qu'aucune sortie définitive n'est prévue dans mon cinéma. Je sais pas si c'est le cas en France, parce que voilà, c'est un film d'auteur que les gens n'attendaient pas forcément. Moi j'ai appris l'existence de ce film très très récemment et ça m'a attiré, j'ai été le voir et j'ai vraiment bien aimé. C'est le film Supernova, un film d'auteur vraiment très beau. Très calme, franchement j'ai passé une super soirée devant. En plus j'étais dans une toute petite salle, il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était le soir en plus, c'était vraiment apaisant comme film. C'est un film qui est très très beau, qui parle de 2 homosexuels qui sont, dont un qui est très malade et qui est en train de perdre la mémoire, voilà, j'avais oublié le mot. Il va bientôt la perdre entièrement et du coup la relation entre lui et son homme du coup, donc les 2 hommes sont joués par Stanley Tucci et Colin Firth, voilà. Donc leur relation est un peu en péril et à cause de cette fameuse maladie, le film j'ai trouvé vachement beau, un peu prévisible, c'est un peu un film d'auteur sentimental comme on en voit souvent, mais honnêtement c'est pas pour ça que le film n'est pas qualitatif. Les 2 acteurs, donc Stanley Tucci et Colin Firth, sont incroyables, j'aime beaucoup ces 2 acteurs. Donc Colin Firth c'est lui qui joue le chef de Kingsman et Stanley Tucci c'est le mec qui joue le violeur dans Lovely Bones. Pareil, une performance absolument incroyable. J'ai été vérifié, ce sont 2 acteurs hétérosexuels qui ici jouent des homosexuels. Ils s'embrassent, voilà, c'est très convaincant, ils se font des câlins et tout. Personnellement je pense que si j'étais acteur, jouer un rôle homosexuel, c'est pas que je pourrais pas, mais je pense que ce serait pas évident, hein, parce que voilà, c'est quand même assez bizarre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme pour un homosexuel, jouer un hétéro, ça devrait être bizarre aussi. Et franchement, ils s'en sortent très très bien, c'est très réaliste. J'avais vraiment l'impression que les 2 acteurs étaient homo. Il y a un truc que j'ai trouvé surprenamment sympathique, c'est l'aspect esthétique du film, technique. C'est très très simple, c'est un film voilà, d'1h30 d'auteur, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est une histoire rationnelle, j'ai envie de dire. Mais c'est pas du tout désagréable à voir, honnêtement, il y a des paysages. Bon, le film se déroule dans le nord de l'Angleterre, donc le côté plus naturel de l'Angleterre. Loin des grandes villes, et vraiment campagne, montagne, forêt, et c'est super beau, des lacs, il y a aussi des lacs. Je précise que le couple sont nomades, donc ils voyagent avec leur caravane et tout, de coin en coin, ils campent, ils dorment et tout, et du coup ça nous permet forcément de pouvoir admirer davantage de paysages. Très bon travail des lumières, très bonne réalisation, il cadre parfaitement ses plans, c'est vraiment un truc que j'ai particulièrement apprécié dans le film, c'est les plans, très bien cadrés à chaque fois, vraiment le truc parfait, tu te dis mais waouh, c'est digne d'une peinture quoi. Il y a 2 thématiques principales qui sont abordées dans le film, très simples, qui existent depuis toujours, mais très belles et qui ne doivent pas être négligées pour autant. Par le biais du personnage de, j'ai oublié son nom, mais de Stanley Tucci, donc qui perd la mémoire, ça nous fait comprendre qu'il faut vraiment profiter de chaque moment avec vos proches, parce que ces moments ils sont pas éternels, personne n'est éternel, et voilà, ça peut malheureusement tourner très vite. Voilà, c'est chiant à dire, mais c'est comme ça, donc il faut profiter de chaque moment. Il y a aussi un truc un peu moins triste, c'est le fait de s'émerveiller par rapport au monde, le fait de s'interroger, voilà, par les étoiles, les arbres, le fait de s'interroger parce que c'est les spécialistes du monde, les astronomes, les scientifiques et tout, ont commencé par s'interroger avant de vraiment découvrir des trucs. Donc s'interroger, c'est très important aussi dans le monde qui nous entoure, et c'est ce que le film nous démontre, particulièrement avec l'astronomie. J'ai trouvé le film assez long, peut-être parce que je suis habitué aux blockbusters et aux films un peu... voilà, vous avez vu les précédents films, c'est pratiquement tous des blockbusters. Mais je l'ai trouvé quand même long, le film ne l'est pas du tout objectivement, il dure 1h40 je pense, même pas. Mais franchement, c'est lent.
voilà, c'est un film, encore une fois, c'est pas un blockbuster, c'est un film très calme, très doux, par conséquent plus lent et qui passe plus lentement, évidemment. Mais il y a des scènes qui durent beaucoup trop longtemps, la scène du discours, ça m'a semblé interminable. Je me suis dit, mais putain, quand est-ce que ça va se terminer et qu'on va enchaîner, parce que quand même quoi. Mais les films que je conseille, bon, il me semble qu'au niveau des sorties au ciné, c'est un peu le bordel avec ce film parce que bah c'est un film d'auteur, donc voilà, je vous conseille pas un multiplex pour aller le voir, hein, essayez plus un cinéma indépendant. Il me semble qu'il y a plus de chances qu'il y soit. N'hésitez pas, honnêtement. C'est 1h30, très beau film, très simple. Mais franchement, j'ai adoré. Pour le 10e et avant-dernier film, on va parler d'un film de science-fiction qui est sorti très récemment, il y a quelques semaines, peut-être 2 semaines. Un film qui divise, qui a l'air de diviser. Il y a certains qui crient au chef-d'œuvre, d'autres qui crient à la bouse. Moi, je suis plus mitigé. J'ai bien aimé, honnêtement, le film quand même. C'est le film Réminiscence. Un film qui, esthétiquement, est juste incroyable. Franchement. La photographie du film est juste waouh. Les effets spéciaux, voilà, parce que dans le film, Miami est submergé presque par la montée des eaux causée par le réchauffement climatique. Petit message écolo d'ailleurs qui passe crème. Et visuellement, à ce niveau-là, c'est parfait. T'as vraiment l'impression que c'est vraiment Miami qui est submergé par les eaux, alors que bah non, pas encore. D'ailleurs, le directeur de la photographie du film, c'est le même que celui qui s'était occupé de celle de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, qui lui est vraiment également dans les 5 films de la saga Pirates des Caraïbes, celui avec la meilleure photographie, je trouve, la plus soignée, la plus belle à regarder, donc voilà, c'est pas anodin. Le travail des lumières est également assez intéressant, par exemple dans la première scène où on voit Mae, donc jouée par Rebecca Ferguson, dans la pièce où elle arrive, il y a des rideaux derrière qui laissent passer quelques rayons de soleil, et bah forcément avec, voilà, ça reflète sur la caméra, et on ne voit pas son visage, jusqu'à ce qu'elle avance un peu, et que là, malgré les rayons de soleil, on la voit, et forcément éclairée par le soleil, donc on passe de ne plus la voir à on la voit avec de la lumière derrière, donc c'est assez intéressant. Le scénario est sympa, il tient la route honnêtement, une enquête pas compliquée à comprendre, un message écolo comme j'ai déjà dit, un concept de science-fiction sympa et original, un personnage attachant. Hugh Jackman surjoue de temps en temps dans certaines scènes, c'est assez rare, mais de temps en temps c'est vrai que tu te dis bon, calme-toi. Mais à part ça, dans la plupart des scènes, dans même toutes les autres scènes, il est très bon, comme d'habitude, c'est un super acteur évidemment. Rebecca Ferguson, j'aime beaucoup cette actrice aussi, elle a joué dans The Greatest Showman aux côtés de Hugh Jackman, dans Mission Impossible, dans Doctor Sleep et tout, c'est une superbe actrice et elle est évidemment très bonne dans le film aussi. Il faut savoir que ce film n'a pas été réalisé ni écrit mais produit par Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan. Jonathan Nolan a, il me semble, produit aucun film de son frère, mais il a écrit Le Prestige, enfin il a coécrit Le Prestige, Interstellar, Memento, The Dark Knight et The Dark Knight Rises. Le mec a quand même de l'expérience au niveau des concepts de science-fiction un peu singuliers. D'ailleurs, le film tente un peu de copier Nolan, de copier le style Nolan sans vraiment y parvenir. Pourquoi? Parce que Nolan est un artiste. Les films de Nolan, voilà, je vais prendre l'exemple de Inception par exemple, qui pourrait se confronter, se comparer à ce film-là. Inception, c'est difficile à comprendre, il y a une fin efficace, tu t'attends vraiment, il faut vraiment penser à tout pour essayer de comprendre un maximum de trucs et voilà, t'es surpris toutes les 10 minutes, t'es surpris quoi. Réminiscence, pas du tout. Dans tous les cas, Lisa Joy, qui écrit le film et qui le réalise, donc c'est la co-créatrice de Westworld, elle est beaucoup plus simpliste. C'est une histoire beaucoup plus simple. C'est pas forcément un problème, mais quand tu vois le concept que c'est, le fait de pouvoir rentrer dans les souvenirs des gens, ça c'est vraiment digne de Nolan. Pourtant, il n'est absolument pas impliqué dans ce film. Quand tu vois le concept, quand tu vois le style du film, très musical, très terne, très niveau de l'ambiance et tout, c'est vraiment un truc un peu comme Interstellar. Ben, tu te dis, mais tu t'attends vraiment à ce que le film soit surprenant de bout en bout et qu'il y ait au moins un twist ou un truc ainsi, et pas du tout. Donc c'est un peu dommage, c'est vraiment, c'est du gâchis, je trouve, à ce niveau-là. Je vais pas spoiler l'issue de l'enquête, mais je la trouve terriblement décevante, tout ça pour ça, enfin c'est juste... voilà, c'est pas ouf. Après, le film est bon, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment, pas du tout, mais à ce niveau-là, ça m'a déçu. Après, au niveau des acteurs, des effets spéciaux et de l'histoire en elle-même, c'est pas mauvais. Et franchement, je vous conseillerais dans l'ensemble d'aller le voir. Après, ne faites pas le pigeon comme moi, n'allez pas le voir en IMAX, parce que 15 € la place pour aller voir un film en IMAX,
Non. On passe du coup au 11e et dernier film de la vidéo. J'ai été le voir hier, un film d'horreur que je vous ai teasé un peu hein, en parlant d'American Nightmare. Un film d'horreur qui est important à regarder aussi. Il y a des belles thématiques, enfin des bonnes thématiques, des thématiques importantes et intéressantes qui sont cachées derrière un scénario essentiellement de divertissement et de fantastique. De fantasy. Je parle du film qui n'est d'ailleurs toujours pas sorti en France, Candyman. Vous inquiétez pas, je ne spoilerai pas le film, les Français, donc restez, vous pouvez quand même voir. D'ailleurs, enfin, je sais pas pourquoi le film n'est pas sorti en France. En tout cas, en Belgique, il est sorti mercredi dernier. C'est un remake d'un film qui est sorti en 1992, qui a donné lieu à une trilogie. Je n'ai vu aucun film de cette trilogie. Je me suis renseigné en sachant est-ce qu'on pouvait aller voir ce film sans avoir vu les premiers, et bah, comme c'est un remake, la réponse est oui. J'ai passé un très bon moment, honnêtement j'ai adoré le film. C'est honnêtement un film afro-américain, on va pas se mentir. Comme Black Panther, comme Judas and the Black Messiah, comme Le Blues de Marinette, comme Black Clansman, bref, comme tous les films comme ça. Perso, j'aime beaucoup la communauté afro-américaine, c'est vraiment des gens que j'aime énormément, enfin, dans l'ensemble, je veux dire, c'est une communauté que j'aime énormément, je sais pas vraiment pourquoi. Et j'aime beaucoup le cinéma afro-américain, je vais dire ça grossièrement. Et les afro-américains qui travaillent sur ce film, hein, la réalisatrice, les scénaristes et tout, sont tous afro-américains, se lâchent littéralement. C'est une histoire d'horreur qui se base sur une légende d'un fantôme du nom de Candyman, qui en gros est à la base un homme noir innocent, tué par des blancs, voilà, par la violence, comme malheureusement c'est encore le cas à l'heure actuelle. Sauf que le fantôme de Candyman date d'il y a plusieurs centaines d'années, et se sont succédés d'autres fantômes qui ont pris la relève, qui eux aussi ont été des noirs violentés par des blancs de manière injuste. Pour arriver à celui du film, qui est un homme qui donnait des bonbons aux enfants, de manière complètement gentille, j'ai envie de dire, mais forcément, comme c'est un noir et comme c'est un comportement qui a tendance à attiser la méfiance, et bien forcément, dès que les policiers sont tombés dessus, ils l'ont assassiné. Comme vous l'aurez compris, c'est une histoire d'horreur, une histoire de fantasy, mais derrière laquelle se cache une thématique importante. Voilà, la violence faite par les personnes de couleur aux USA. D'ailleurs, le fantôme de Candyman est un fantôme noir qui ne tue que les blancs. Je trouve ça génial parce que forcément, entre Judas and the Black Messiah ou Black Clansman et Candyman, forcément les gens vont plus aller voir Candyman. Pourquoi? Parce que c'est une histoire d'horreur, forcément ça va plus attirer les gens. Et c'est normal, c'est pas du tout un reproche. Et du coup c'est cool de faire ça parce que Judas and the Black Messiah ou Black Clansman ou plein de trucs ainsi, des films qui traitent également la violence sur les hommes noirs aux USA, qui la traitent de manière beaucoup plus rationnelle et directe, objective. Les gens vont pas forcément aller voir ces films et du coup ne vont pas forcément s'intéresser à ça. Alors que c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut pas négliger. Et forcément, Candyman, en voyant Candyman, ils vont peut-être se rendre compte de ça et peut-être mieux retenir ces fameuses violences. Et je trouve ça génial. Je trouve ça d'ailleurs un peu dommage que ce soit le cinéma qui s'adapte au public et pas l'inverse. Le casting est génial. Yahya Abdul-Mateen II qui joue dans Aquaman et dans Les 7 de Chicago et dans The Greatest Showman aussi d'ailleurs. Il est acteur depuis je crois 2016-2017 et il est génial. J'adore ce mec. Voilà, sa carrière est incroyablement récente et pourtant il a un talent inné et il joue le personnage principal de ce film et il le joue parfaitement. Colman Domingo qui joue dans Le Blues de Marinette, j'aime beaucoup cet acteur aussi, il est très bon aussi. C'est Nia DaCosta qui réalise ce film, c'est la future réalisatrice de The Marvels, donc Captain Marvel 2. Sa réalisation est très bonne, il y a plusieurs scènes, vous l'aurez peut-être vu dans la bande-annonce, où ce sont des marionnettes à fil en carton qui sont mises en vedette pour remplacer des acteurs, des vrais acteurs. Généralement ce sont des scènes de flashback, entre guillemets, des scènes qui se déroulent bien avant l'histoire principale. C'est très cool, c'est innovant, à ce niveau-là il n'y a pas grand-chose à dire. Et même niveau de la réalisation en elle-même, en dehors de ces scènes-là, franchement il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Le film est par ailleurs R-rated, on voit beaucoup de trucs que j'avoue j'aurais pas trop aimé voir. Hein. Il y a des scènes qui m'ont fait penser un peu à La Mouche, parce qu'il y a des scènes dans La Mouche où il se transforme et où il y a des morceaux de peau qui tombent et des trucs ainsi, c'est absolument immonde. Et là pareil, il y a des scènes où tu te dis putain c'est dégueulasse. Je préfère qu'on me montre des trucs dégueulasses et qui me font vomir que des trucs censurés. Les scènes d'action, les scènes de sang, tout est montré, c'est génial, c'est très bien fait. Niveau des effets spéciaux,
c'est irréprochable aussi. Après, il y a un gros problème en sachant que ce film est un film d'horreur, c'est qu'il ne fait pas peur. Mais j'avoue, j'ai pas souvent peur des films d'horreur. Vous me mettez devant un Conjuring, devant un Annabelle, devant un, je sais pas moi, un film comme ça, je vais pas avoir peur. Le film qui m'a fait le plus peur, c'est The Visit de Shyamalan. Donc voilà, j'ai pas souvent peur devant les films, très très rarement, et bah là non plus. Mais là, j'ai vraiment trouvé que c'était. Enfin, est-ce que c'est vraiment possible d'avoir peur devant le film? Après, honnêtement, c'est pas parce que j'ai pas eu peur que j'ai pas aimé le film. C'est très divertissant, niveau des acteurs c'est génial, niveau de l'histoire, niveau des thématiques, et tout et tout. Mais c'est quand même un film d'horreur et j'aurais bien aimé avoir peur aussi, histoire de vraiment pleinement apprécier l'œuvre. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait des scènes qui me dégoûtaient. Ces scènes-là, de temps en temps, je détournais la tête parce que c'était vraiment immonde. Mais les scènes de Screamer, je détournais pas la tête parce que je les voyais venir, je les sentais, je savais à la seconde près où était le Screamer parce que bah, à l'heure actuelle, on le sait tous, c'est toujours comme ça dans les films. Mais bon film d'horreur, honnêtement, voilà, je vous le conseille bien sûr. Bon, je sais que pour les Français qui me regardent, ça va être un peu compliqué de le voir, mais n'hésitez pas à venir en Belgique pour aller le voir. En plus, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Bref, je vous le conseille, encore une fois, n'hésitez pas. Et voilà, j'ai bien aimé. Vous aurez remarqué que j'ai aimé tous les films de cette liste, hein, à part Chaos Walking un peu moins. Non, franchement, c'était un bon mois de cinéma. Bien sûr, je précise que pour les prochains points ciné qui arriveront, il y aura moins de films, puisque c'est la rentrée et j'aurai évidemment moins le temps d'aller au cinéma. Il y aura en moyenne par point ciné 5 ou 6 films, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Bref, vous connaissez la chanson. Et on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo qui concerne les cinémas. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!